Europe 1, William Galibert. Le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Phrase de Romain Gary citée en exergue dans le dernier essai de Joseph Massescaron, qui est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez La panique identitaire chez Grasset. Alors toute la journée, vous avez peut-être vu comme moi les bleuets sur la boutonnière, les uniformes de sortie, souvenir des morts de la Première Guerre mondiale. Absolument. Comment est-ce qu'on doit regarder cet hommage national alors que la notion d'identité nationale aujourd'hui n'a jamais peut-être été aussi floue et aussi connotée négativement? Elle a en tout cas jamais été aussi régressive. Vous savez qu'il y a eu une vaste interrogation pour savoir et pour comprendre pourquoi il n'y avait pas de célébration commune. Et qu'une des raisons qui a été avancée, c'était bien sûr que chaque pays, chaque nation avait son propre calendrier, mais aussi elle a porté, je dirais, au paroxysme son propre calendrier. Chaque nation, l'Allemagne, la Hongrie, les nations des Balkans, ont voulu célébrer leur propre, si je puis dire, 11 novembre, tous n'ont pas cité, enfin, leur propre fin de la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que il y a aujourd'hui, c'est vrai, en Europe, mais pas simplement en Europe, je dis d'ailleurs qu'il s'agit d'une pandémie politique, il y a un peu partout en Europe une sorte de régression identitaire. La panique identitaire, le repli sur soi, le besoin, vous dites, d'emprisonner les individus sous une étiquette. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? On en est arrivé là, écoutez, il y a deux facteurs, je crois qu'il y a je dirais trois facteurs que je dégage dans le livre. Le premier, c'est évidemment les contre-effets de la globalisation. C'est quelque chose d'assez normal, c'est-à-dire que la globalisation peut désorienter un certain nombre de personnes, donc les personnes se recherchent des identités, des niches identitaires, des protections. Et puis, il y a aussi la crise économique. Alors, on pouvait penser qu'à la crise économique, on allait répondre par une inventivité économique, qu'on allait répondre par une mobilisation sociale. Mais pas du tout. On y répond justement par de l'identitarisme. Le troisième point, c'est que, et ce qui découle aussi de la globalisation, nous n'avons jamais été aussi proches les uns des autres, qu'il s'agisse par le net, par les réseaux sociaux, nous sommes presque collés les uns aux autres. C'est un paradoxe. Et du coup, comme nous sommes... C'était censé nous rapprocher, C'est censé nous rapprocher, mais vous savez, il y a toujours une limite, il y a toujours un besoin de vide. Vous connaissez, il y a tout d'ailleurs une théologie dans le judaïsme sur la nécessité du vide. Et en fait, il y a une nécessité du vide, et finalement, nous essayons de faire le vide en repoussant l'autre. Plus il nous est proche, plus on le repousse. Je dirais que pour reprendre le film, on n'est plus aujourd'hui dans le goût des autres, mais très souvent dans le dégoût des autres. C'est aussi devenu, ce repli identitaire, une vraie arme politique. Il suffit de regarder un peu les résultats des dernières élections européennes, pas qu'en France avec le Front National, chez les Anglais avec UKIP, et les exemples sont assez nombreux dans toute l'Europe. Oui, d'ailleurs, je pense que plutôt que d'une manière assez paresseuse de mettre tout, de faire une sorte de pot commun où on dit, voilà, le populisme, alors on y met parfois le Parti socialiste belge, on pourrait y mettre Podemos en Espagne, on pourrait nous mettre le mouvement de Tsipras, on y met en effet UKIP dont vous avez parlé, on met un peu tout. On met un peu tout et n'importe quoi. Je crois qu'il faut faire la distinction entre ce qui relève des mouvements identitaires et qui sont en effet des mouvements qui ont toutes, disons, une méthode commune, qui ont toutes un fond de sauce idéologique qu'ils partagent avec les autres formations, avec les formations que l'on dit populistes. J'ajoute encore une fois que ce n'est pas un phénomène européen. C'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial. On peut aller en Inde, on peut aller à peu près partout. Eric nous a parlé tout à l'heure de l'Asie, évidemment de la Chine, mais le grand voisin de la Chine, et le grand problème, d'ailleurs il le sait aussi, c'est l'Inde. L'Inde, moi ce qui me frappe, c'est que personne ne prend en mesure la régression identitaire en Inde, qui est quelque chose, à mon sens, de terrible. On assiste aujourd'hui, je dirais, à la deuxième mort de Gandhi. Et quand, par exemple, M. Modi, Premier ministre, nomme un ministre du yoga, on se dit, comme c'est drôle, comme ils sont sympathiques. Ça nous paraît très folklorique ici. Comme c'est folklorique. C'est pas du tout ça. Il nomme un ministre du yoga pour que, évidemment, débarrasser le yoga de toutes les séquelles occidentales pour le rendre à son indianité, ce qui n'a rien à voir. Joseph Massescaron, je vais vous le dire franchement, on sort de ce livre assez déprimé. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé avec ce constat. C'est parce que vous n'êtes pas un pessimiste actif. Avec ce constat sur ce monde un peu paniqué dans lequel on n'a pas franchement envie de vivre. Qu'est-ce qui peut nous sauver? Parce que quand c'est pas le politique qui s'y met, c'est le religieux. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de mieux là?
je ne vais pas dire une bonne guerre. Non, mais je m'explique, parce que on parle bien sûr, on parle du 11 novembre. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de livres d'ailleurs très intelligents, qui sortent en ce moment et qui nous disent « Nous sommes dans les années 30 ». Je ne crois absolument pas que nous soyons dans les années 30. Idéologiquement, de tout point de vue, nous sommes plutôt à la fin du 19e et au début même du 20e. Je crois que nous sommes plutôt en 1911, 1912. Et que ce qui nous menace, c'est vraiment de la guerre. C'est la guerre extérieure. C'est pas la révolution sociale, c'est pas l'anxiété morale, comme voulaient le croire les gens qui des manifs pour tous. C'est vraiment, je crois que c'est vraiment la guerre. Car devant cette montée des identitaristes devenus fous, c'est ça le problème. Alors, bien sûr, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a deux choses. Il y a d'abord essayer de trouver des espaces de régulation. Et ces espaces de régulation, elles existent. Mais il faut une volonté politique. Le problème, c'est que les méthodes existent, mais ce qui est là pour le coup paniquant, nous avons les méthodes, nous savons comment y remédier, nous savons quels sont les espaces publics dans lesquels nous pouvons débattre et retrouver notre citoyenneté, mais nous manquons peut-être de politique pour cela. Et ça, malheureusement, le vaudeville auquel nous avons assisté ces derniers jours ne nous donne pas l'impression qu'on a un personnel politique conscient en tout cas de l'enjeu et de l'enjeu planétaire. Sur par exemple ce qui se passe au Proche ou au Moyen-Orient, la pauvreté de l'analyse conceptuelle est totalement... là pour le coup, oui, c'est assez paniquant. Je sors pas de cette interview franchement plus optimiste. Mais si, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que ça dépend de vous. Puisqu'on parle encore une fois de la Première Guerre mondiale, il y a des grandes révolutions qui se sont faites à partir de 3 personnes. Nous sommes 3 autour de cette table, avec Éric Le Boucher que je compte, que j'enrôle tout de suite. Et à partir de 3, moi je vous le dis, on peut soulever le monde. Allez, c'est parti. La panique identitaire, c'est paru chez Grasset et ça va mieux là tout d'un coup. Merci d'être passé nous voir, Joseph Massescaron.